Je vais vous parler de cyberguerre. J'ai choisi de mettre cyber plus guerre pour une raison toute simple, c'est que dans ma perspective à moi, cyber et guerre ne vont pas ensemble, mais je vous expliquerai pourquoi. Quand j'ai commencé mon doctorat, j'ai commencé un projet de recherche qui s'intitulait « L'applicabilité du droit international humanitaire à la cyberguerre ». Mais en me penchant de plus près sur la notion même de cyberguerre, j'ai commencé à m'intéresser sur le vrai concept de cyberguerre et sur son existence théorique et sur ses impacts juridiques. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans cette notion. C'est un concept qui est né, qui a été très médiatisé. Tout le monde a entendu un jour parler de cyberguerre, a lu des cyberattaques par-ci, par-là, qui envisageaient l'existence dans le cyberespace d'une cyberguerre. Mais qu'est-ce qu'on entend par cyberguerre ? Mais vous allez être étonnés, mais la plupart des gens qui en parlaient n'ont jamais défini ce que c'était. Et sur le papier, vous ne trouverez aucune définition réelle, théorique, conceptuelle de la notion de cyberguerre. Maintenant, je vais vous demander de participer avec moi et de faire un petit exercice de visualisation. Pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire que de m'écouter, je vais vous demander de fermer les yeux et d'écouter les termes dont je vais vous parler. Fermez les yeux, allez. Je n'ai pas de talon d'hypnose, je vous rassure tout de suite. Guerre, combat, bombardement, soldats, civils, victimes, destruction. Guerre, combat, soldats, civils, destruction, bombardement. Est-ce que vous arrivez à visualiser un petit peu ? Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez quelque chose de matériel ? De physique. La guerre, à quoi vous fait penser la guerre? C'est une question. C'est un choc, un combat. Or, cyberguerre, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une guerre qui n'en est pas une. C'est une guerre qui sort de la fiction. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces fictions. Moi, je les ai tous vues. Et ça commence tous par une cyberattaque massive. Mais il n'y a pas de Jack Bauer ou de John McClane ou de James Bond ou n'importe quel acteur qui commencerait par un G. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Donc, le terme cyber est déjà sorti de la fiction. Et les premières fois où on va le voir, cette terminologie qui emprunte le préfixe cyber, c'est dans le Neuromancien. Neuromancer en anglais. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il est très compliqué, il est indigeste à lire. Je n'ai pas réussi à le finir. Mais c'est là où on va voir pour la première fois le mot cyberspace. Mais encore là, on va l'utiliser. Et la terminologie utilisant le préfixe cyber va se multiplier. On va l'utiliser pour les attaques, on va l'appeler cyberattaque, cybersécurité, cyberconsommation. Vous allez le voir partout, mais sans jamais que personne ne prenne l'intérêt, et en tout cas dans le domaine militaire et dans le domaine humanitaire, de définir ce qu'on entend par cyberguerre ou cyberespace. Je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu l'histoire d'Internet, mais si vous allez juste vous intéresser 2 secondes à la genèse d'Internet, elle est militaire. Les premiers réseaux sont construits dans l'environnement militaire. La pensée qui va bâtir le cyberespace tel qu'on le connaît aujourd'hui, elle est militaire. Et je vous dis ça pas pour rien, parce que moi je pense que ça n'existe pas une cyberguerre, mais je ne pense pas qu'on puisse arrêter de penser qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cyberespace, dont les États se servent, dont des acteurs non conventionnels se servent, à l'insu de tous, qui est invisible, immatériel, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas laisser inqualifié ou non défini. Pourtant, les juristes, moi je fais du droit humanitaire, du droit de la guerre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les règles qui régissent la conduite des hostilités, qui imposent aux belligérants de respecter certains principes dans la gestion et dans la préparation et la mise en pratique d'attaques militaires, d'opérations militaires. Et moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut faire l'analogie avec ce qu'on connaît déjà dans le cyberespace? Sauf que quand on parle de guerre, et c'est là où j'ai commencé à réaliser qu'il n'existe pas de cyberguerre en tant que telle,
c'est que quand je me suis intéressée à la théorie militaire qui définit la notion de guerre, ça ne marche pas. Pour ceux qui savent ce qu'est un conflit armé, pour ceux qui jouent à Call of Duty, il y a besoin d'un choc, d'un affrontement, d'une violence, de sang. Sans ça, sans cet élément physique, sans cet élément matériel, la notion de guerre n'existe pas. Il y a besoin d'une notion collective, d'une décision politique. Sans ça, la notion de guerre n'existe pas. Et il y a besoin aussi d'un élément psychologique faisant appel à l'élément patriotique, à la force morale des soldats et des acteurs, des combattants tout simplement. Ces trois critères, ce sont les trois critères qui réunissent tous les théoriciens militaires. Pour ceux qui connaissent un peu théorie militaire, allez lire Sun Tzu, Little Art ou le grand Karl von Clausewitz. Ces trois critères sont les éléments qui reviennent et qui sont redondants dans la définition de la notion de guerre. Alors dites-moi en quoi il peut exister une cyberguerre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok, il se passe quelque chose dans la dimension cybernétique. Mais il manque cet élément physique, matériel, le combat, l'affrontement, qui se résume par des coups de fusil, des bombardements, l'envoi de chars d'assaut, où il y a des victimes en termes de biens détruits ou pertes humaines. Il n'y a pas d'élément psychologique. Ça ne fait pas appel à la force patriotique du soldat ou du combattant. Et encore moins d'éléments collectifs, puisque le collectif ne participe pas nécessairement à ça. En revanche, il y a un nouvel élément. N'importe qui peut participer à ce qu'on pourrait appeler une cyberguerre. Des hackers, des activistes, des membres des nationaux qui maîtrisent et qui prendront part finalement à la défense, à la cyberdéfense d'un État. Ce qui m'a posé de grandes difficultés dans les débuts de mes recherches, c'est qu'en fait, si je pars du droit humanitaire, du droit de la guerre, et que je me penche sur les questions militaires dans le cyberespace, je me retrouve un peu démunie. Je me dis, la juriste humanitaire, si je fais comme tous les juristes humanitaires que je connais jusqu'à présent, on regarde ce qu'on connaît déjà et on leur applique les mêmes principes, sans aller vraiment réfléchir à ce qu'il y a derrière, sans définir ce qu'est une cyberattaque, sans essayer de comprendre comment on peut adapter le droit humanitaire au monde cyber. Or, dans le milieu militaire, ils ont déjà intégré l'idée qu'il y a un vrai changement, une vraie transformation. C'est pour ça que je vous ai mis cet auteur. Il y a quelque chose qui se passe dans la mentalité des stratèges militaires qui fait qu'ils adaptent leur comportement, qu'ils adaptent leur façon de préparer la guerre ou de préparer des opérations cybernétiques en intégrant les technologies de l'information et de communication dans tous les niveaux de décision. Alors pourquoi le juriste n'en ferait pas de même, ne commencerait pas à se poser la question de comment pour adapter la pensée juridique en intégrant les technologies de l'information ou en intégrant les changements impactant le milieu militaire inhérent à l'intégration d'éthique. Et l'aspect cyber aussi, ce qui pose aussi des problèmes pour moi, la juriste humanitaire, c'est qu'on a des nouveaux acteurs, des nouvelles règles, des nouveaux effets. Quand on vous parle d'attaque en droit humanitaire, on va vous dire que les conséquences doivent être la destruction de biens ou les blessures ou la mort d'êtres humains. Or, dans le cyberespace, une attaque informatique peut avoir toute autre conséquence, de vol de données, la corruption de données, la destruction, l'effacement de données. Il peut y avoir il peut y avoir encore plus de dommages si l'attaque en tant que telle est faite pour compromettre un réseau de manière à ce que, par exemple, le réseau du transit aérien, de manière à créer des accidents aériens. Qui sait, on ne peut pas encore déterminer ce genre de choses, ça ne s'est pas encore produit. Mais l'idée, c'est qu'il y a déjà un changement dans les effets potentiellement produits par une cyberattaque. Donc on ne peut plus réfléchir à une attaque comme on le pensait en droit humanitaire en 1949. Et pour aller plus loin, je vais vous donner quelques exemples. Est-ce que ça vous parle? Non. En 2007, en Estonie, on va commencer par l'Estonie. En 2007, en Estonie, le gouvernement estonien décide de déplacer d'un centre-ville la statue du soldat de bronze, qui est un symbole soviétique. Un jour plus tard, ils subissent une attaque d'envergure, une cyberattaque d'envergure qui va paralyser pendant plusieurs jours leurs services généraux. Vous me dites, c'est où l'importance?
Sauf qu'il faut connaître que l'Estonie a dématérialisé à 95% ses services. L'Estonie est un des pays qui fonctionne le plus connecté au réseau. Et les services gouvernementaux, les services médicaux, il y a tout un tas de services qui ont été saturés par une attaque, une cyberattaque en déni de service pendant plusieurs jours. Il n'y a pas eu de conséquences matérielles, comme on verrait dans une attaque, dans un envoi de chars. Il n'y a pas eu de building qui a été détruit, il n'y a pas eu de mort. Mais il y a eu un État entier, une nation complète, qui n'a plus eu l'accès aux services de base pendant plusieurs jours. Le gouvernement estonien a accusé les Russes parce que c'était concomitant au déplacement, etc., etc. Les Russes ont réagi, etc. Le gouvernement estonien, lui, voulait carrément répondre par la force. Donc il a saisi l'organisation du traité Atlantique Nord et a demandé l'application de l'article 5, qui est la réponse collective de l'OTAN. Vous imaginez bien que l'OTAN n'allait pas répondre aux Russes par la force militaire à une cyberattaque. Ce qui pose le problème, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand un État est victime par un autre État d'une cyberattaque? Comment on peut lui répondre si on n'a pas les capacités informatiques qu'ont les Russes? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, l'OTAN a décidé de trouver une solution diplomatique à la difficulté en 2007 et a proposé à l'Estonie de devenir le centre d'excellence en matière de cyberdéfense et a installé à Tallinn, la capitale de l'Estonie, le centre de recherche d'excellence en cyberdéfense de l'OTAN, qui se trouve désormais là-bas. Et c'est là-bas que se réunissent les experts, dont est issu d'ailleurs le manuel de Tallinn en cyberdéfense, sur l'applicabilité du droit humanitaire aux questions cyber. Le manuel de Tallinn 2.0, pour ceux que ça intéresse, va être en préparation et il commence à recruter d'ailleurs des chercheurs sur la question. Et donc voilà, ça c'est le premier cas où il y a eu un problème. La Géorgie en 2008 a subi, juste avant l'invasion russe, juste vraiment avant l'invasion russe militaire, des cyberattaques massives qui ont saturé aussi de manière importante les services principaux de la Géorgie. Mais les Russes ont attaqué directement après. Mais qu'est-ce qui se serait passé si la Géorgie avait répondu militairement aux attaques informatiques russes sans que les Russes aient envahi la Géorgie? On n'en sait rien. Le virus Stuxnet. Le virus Stuxnet, c'est un virus informatique qui n'a pas été revendiqué, mais dont la nature et qui proviendrait des États-Unis ou d'Israël, ou en commun Israël et États-Unis. Le virus Stuxnet est un ver informatique qui a attaqué les centrifugeuses nucléaires iraniennes. À travers une clé USB, sa capacité était de reprogrammer le réseau interne aux centrales nucléaires de manière à pouvoir reprogrammer et à gérer les automates des centrifugeuses. La capacité de ces vers informatiques était aussi de camoufler la reprogrammation, c'est-à-dire que les techniciens ne pouvaient pas voir qu'un virus avait intégré leur système et était en train de reprogrammer les centrifugeuses. Certains se demandent, parce qu'un vers informatique, on ne contrôle jamais vraiment les effets. Ça, c'est un autre problème de ces questions-là. Certains se disent, mais si la reprogrammation, si les techniciens iraniens n'avaient pas remarqué assez tôt la présence du virus informatique dans les centrifugeuses, parce que la reprogrammation pouvait reprogrammer les turbines. Imaginez-vous si le ver informatique reprogramme et déclenche les turbines de manière accélérée. Ça aurait très bien pu exploser et créer une catastrophe nucléaire. Certains pensent que c'était possible avec ce ver informatique parce que c'était un des plus évolués en 2010. C'est une autre attaque dont les Iraniens ont décidé de répondre de manière informatique. Ils ont construit une cellule de cyberdéfense, offense, appelez ça comme vous voulez, mais ils travaillent vivement à construire une cellule cyber pour répondre et ou attaquer eux-mêmes dans le cyberespace. Aramco, l'entreprise, une des plus grandes entreprises pétrolières saoudiennes, a subi aussi en 2013, il me semble, une attaque informatique d'envergure, mais alors là par contre c'était vraiment d'envergure. C'était le virus Shamoon qui en fait
s'est répandue, d'ailleurs pas qu'à cette société, mais dont l'objectif était de voler. Et en fait, ça vole les données de la société, mais ça les efface derrière. Donc l'attaquant récupère les données, mais l'attaqué n'a plus ces données. Sauf que ça n'a pas fait que ça a détruit tout le système informatique. Et ils ont dû débrancher en catastrophe le système, les réseaux, débrancher les ordinateurs tout simplement parce que les ordinateurs ont complètement implosé. Ouais, ils ont tout leur matériel informatique a été détruit. Ils ont perdu toutes leurs données. Et s'ils n'avaient pas débranché finalement leurs ordinateurs ou débranché leur réseau, ils auraient perdu peut-être bien plus que ça. Donc les attaques informatiques peuvent avoir des effets. Mais le droit international tel qu'on le connaît ne répond pas encore à ces effets. Répond toujours aux effets que s'ils sont équivalents aux effets conventionnels. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a le jus ad bellum et le jus in bello, et ça c'est ma matière, qui impose des principes. Le jus ad bellum, ce sont toutes les règles que vous trouverez dans la Charte des Nations Unies qui interdisent le recours à la force armée, qui interdisent l'ingérence territoriale, etc., etc. Mais en vertu de ces principes, on peut répondre en cas de légitime défense. Donc est-ce que l'Estonie pouvait faire fonctionner ces articles, l'article 51 de la Charte des Nations Unies par exemple? Ou est-ce que la Géorgie aurait pu répondre avant que les Russes envahissent? On peut se poser un tas de questions, mais les théoriciens s'accordent de dire, les auteurs en droit en tout cas, se disent, si la cyberattaque a les mêmes résultats qu'une attaque conventionnelle, alors oui. Mais on ne va pas plus loin dans la démarche de réflexion. Et là où ça me concerne, moi, c'est le droit de la guerre, le jus in bello. Le droit de la guerre impose un certain nombre de principes aux belligérants. Grosso modo, l'État doit prévoir dans la préparation de ses attaques que son attaque est proportionnelle, c'est la balance coût-bénéfice. L'avantage militaire et les dommages collatéraux doivent être proportionnels. Si vous avez des dommages, si vous envoyez une bombe, vous tuez 100 civils et 1 militaire, l'attaque est disproportionnée. L'attaque doit être aussi discriminée. Donc, elle doit faire la distinction entre le civil et le combattant. Et l'attaque doit être aussi menée par nécessité et par précaution. Donc, en fait, il doit utiliser des méthodes, utiliser tous les moyens de précaution pour avertir les effets de la guerre. Bon, pour faire simple. Mais comment on transpose ça en cyber? Qu'est-ce qu'une cyberattaque proportionnelle ou discriminée? On sait très bien que les attaques informatiques, on ne peut pas contrôler les effets. Et le réseau qui est d'origine militaire, et que ce soit un réseau civil, les militaires utilisent le réseau civil, on utilise aussi le réseau militaire. Donc, à quel moment on fait la distinction? Dans le manuel de Tallinn dont je vous parlais tantôt, ils ont décidé finalement de faire ce que moi je ne voulais pas faire, c'est-à-dire de faire l'analogie. On reprend toutes les notions de droit international et on leur applique le préfixe cyber, aussi simplement que ça. Une cyberattaque, c'est une cyberopération offensive ou défensive dont les effets, dont on pourrait attendre raisonnablement que les effets soient la mort ou la destruction. L'attaque en droit humanitaire, c'est un texte de 1977, l'expression attaque s'entend des actes de violence contre l'adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs. Donc on reprend la même chose qu'on trouve en droit humanitaire et on dit qu'une cyberattaque, autant qu'elle puisse avoir les mêmes effets qu'une attaque conventionnelle, est une cyberattaque. Est-ce que vous suivez ce que ça veut dire? C'est aussi simple que ça. Je vous ai mis aussi l'article 36 du protocole 1 aux conventions de Genève parce que cet article 36, il y a beaucoup de juristes humanitaires qui disent que cet article suffit pour transposer le droit humanitaire aux nouvelles techniques impliquant la technologie de l'information. Parce que cet article prévoit que toutes les nouvelles armes les nouveaux moyens et méthodes de guerre doivent répondre aux principes préexistants du droit humanitaire. Mais encore là, les gens vous disent que ça s'applique grâce à cet article, notamment, mais on ne se pose toujours pas la question de qu'est-ce que réellement une cyberattaque, qu'est-ce que sont les conséquences potentiellement dommageables d'une cyberattaque. Est-ce que les données, est-ce que la data est un bien ou pas dans le sens du droit humanitaire? On ne va pas plus loin dans ce qu'on connaît déjà. Voilà,
Ça, c'est une petite citation que j'aime beaucoup parce qu'elle dresse un peu le tableau un peu apocalyptique. Cyberespace est le nouveau champ de bataille. Et même si on ne peut pas encore déterminer ce que c'est, entre le développement des armes qui font appel aux technologies de l'information et entre les techniques de cyberattaque qui se développent et sont de plus en plus destructives en termes de données informatiques ou en termes de... Tout est remanié dans le cyberespace, qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe réellement dans le cyberespace? J'ai une amie qui m'a fait rire parce que j'ai rencontré une personne dont son père travaille au Centre de sécurité des télécommunications canadien. Et elle me disait que tout le monde serait fasciné de voir à quel point il se passe réellement une mini-guerre dans le cyberespace que personne n'a conscience. Les États s'envoient des cyberattaques, bloquent l'envoi d'informations entre plusieurs États. Mais ça, personne ne le voit parce que c'est bloqué, c'est caché. Je n'ai pas accès à ces informations-là. J'aurais aimé avoir accès à ces informations-là, mais justement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des enjeux géopolitiques qui font qu'il y a une confrontation, une compétition dans la scène internationale qui utilise le cyberespace, mais dont on ne parle pas et qu'on ne qualifie pas en termes de droit international humanitaire. Et pour continuer la discussion, parce qu'il faut que je m'arrête là apparemment, je vous invite à assister le 20 novembre à 14 h à la salle C10 17.2 de Carrefour des Arts et des Sciences à une conférence qui sera dédiée justement à la qualification de la notion de cyberattaque que nous organisons moi et Emmanuel Amar présents dans la salle et qui va faire intervenir des juristes de différents niveaux, dont un des auteurs du manuel de Tallinn qui sera présent, Sean Watts, et des professeurs en sécurité nationale et aussi un avocat, ce qui était inattendu, un avocat qui représentera le bureau du juge avocat général canadien. Donc je vous invite à venir assister pour avoir plus d'informations d'un niveau académique supérieur. Voilà.